Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? D'accord, ok. Ouh. C'est bon, alors. Allô, bonsoir, chef. Allô? On espère que le son est bon. Donc, nous allons commencer dans 5 minutes exactement. D'accord. Les gens se connectent et on va démarrer tout à l'heure. Je prendrai la responsabilité justement de vous présenter dans un premier temps. Et puis, vous allez bien entendu consolider cette présentation-là. Et après quoi, nous allons entrer dans une série très interactive de questions-réponses. Et j'ose croire que cette session-là sera très bénéfique pour nous, d'autant plus qu'aujourd'hui, la donnée, c'est quelque chose de très important. La donnée, c'est quelque chose de vraiment
essentiel pour toute personne qui évolue dans le numérique et bien d'autres personnes également. Donc, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Je me permets déjà de notifier aux internautes qu'on commence tout à l'heure et on vous répond tout à l'heure. Merci. Il n'y a pas de souci.
Noélie, ton son est coupé et ton micro est coupé, donc on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. Ok, merci. Merci beaucoup, Dada. Donc, il est exactement 21h02. Nous allons débuter notre échange. Merci à vous qui êtes là, connectés. N'hésitez pas à partager le direct dans votre réseau pour qu'on puisse justement permettre à bien d'autres personnes de venir s'informer, être sensibilisés autour de l'open data, qui est une notion très importante de nos jours dans les technologies et pour bien d'autres personnes. Donc, je vais présenter notre intervenant de ce soir et lui permettre justement de consolider cette présentation-là. Après quoi, nous aurons une session très interactive avec l'intervenant pour lui permettre de répondre à nos questions que nous allons lui poser. Donc, vous allez voir justement, je suis déjà vêtu avec les vêtements du village. On reçoit effectivement le coordinateur de Au Village, qui est une communauté technologique qui n'est plus à présenter au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est vraiment basée sur une philosophie de l'open source, même de l'essence du mot Ubuntu. Donc, je pense que le chef du village lui-même pourra nous donner plus d'informations. Donc, très rapidement, en 2010, il découvre l'univers du web 2.0, important de le souligner. Il décide justement de servir son pays par des actions bénévoles au sein de l'ONG Akendewa. Il avait le choix d'aller au Maroc avec IBM à l'époque, qui était l'entreprise dans laquelle il travaillait, pour continuer en fait professionnel. Par contre, il fait le choix du pays, il reste avec le pays, il sert son pays. Et chemin faisant, il est secrétaire général d'Akendewa à l'époque pour continuer des actions bénévoles, pour continuer tout ce qu'il aime bien faire, le partage, la sensibilisation dans le numérique. Après quoi, nous le retrouvons, je prends la peine de citer des grandes étapes, il pourra lui-même consolider. En septembre 2012, il s'installe finalement comme consultant indépendant. Du coup, il débute le télétravail que nous avons découvert, nous, de manière très active pendant la période de la COVID-19. Et depuis 2012, il a son propre compte, il contribue, il intègre la communauté Wikipédia en 2014 pour la Côte d'Ivoire, il contribue à ce niveau-là aussi. Donc aujourd'hui, c'est un grand homme quand on reçoit. Et il faut noter que Syriac Bougou, a été le premier président de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, entendez par là l'ABCI. Et aujourd'hui, est vraiment atteint le summum pour moi parce que justement, il a été décoré en qualité de chevalier de l'ordre du mérite de la communication le 27 novembre 2019. OK? Il est cofondateur de Au Village, il est vice-président de Afroactiviste, il est police maker chez i4Policy. Aussi, il collabore sur certains projets, notamment Abidjan Lee, Open Data, la CAF officielle, ainsi de suite. Donc, c'est encore long, je pense qu'il y a bien d'autres choses à dire, mais je vais, pour ne pas maintenir la parole, passer le micro tout de suite à M. Syriac Bougou que nous recevons. Merci, grand chef, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous, justement, de recevoir une personne de votre trempe à nos côtés. Merci encore d'avoir accepté. Merci pour votre simplicité et nous vous passons le micro. Merci, patron Noélie. Bon, je pense qu'il a tout dit, hein, donc moi, je sais plus quoi ajouter. Donc là, je suis en ce moment au village. Je suis encore au bureau et pour passer ces instants avec vous. Et comme vous le connaissez, depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire vit quand même des moments assez difficiles en passant par les attaques terroristes au nord du pays, par ce qui se passe actuellement, le coronavirus et aussi les inondations depuis hier qui quand même a marqué un grand coup dans l'univers abidjanais. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité, au point où même Facebook a dû activer, comme il a fait pour le truc dernièrement, la catastrophe dernièrement, a dû activer le
des safety checks pour savoir si tout le monde est en bonne santé. Mais malheureusement, les images ont montré qu'il y a eu des morts. Hier, on en a dénombré malheureusement 5, et sans oublier les dégâts matériels et autres. Donc, c'est aussi le lieu pour nous d'être aussi en notre soutien à toutes ces personnes-là qui peut-être ont du mal à se reloger aujourd'hui, ont perdu des choses, du matériel, ou même ont perdu quelqu'un dans ces inondations. Donc, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Yako à tout le monde. Donc, sur ce, aujourd'hui, on va parler de Open Data. C'est quoi l'Open Data? Pourquoi l'Open Data et autres? Mais comme je le dis toujours, j'aime plus quand c'est l'interaction. Je peux parler des heures et des heures et des heures. La preuve, j'ai pas voulu faire une présentation. J'ai voulu que ça soit vraiment interactif. Et c'est vos questions qui vont m'amener à parler peut-être plus de certains sujets et autres. Et bien, si vous ne posez pas de questions, et moi, je ne vais pas beaucoup parler aussi, juste pour rire. Donc, merci encore à Noélie, merci à toute l'équipe de code, de codeurs et autres. Merci pour tout ce que vous faites dans l'univers numérique, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et même dans le monde entier. Bravo à toute cette équipe qui est derrière. C'est certes, c'est Néoli qu'on voit ce soir, mais c'est vraiment toute une communauté qui est derrière. Et comme il a dit, une philosophie que j'aime bien depuis quand même, depuis 2014 que je l'ai découverte, c'est la philosophie Ubuntu. Donc, Ubuntu qui veut dire je suis ce que je suis grâce à ce que chacun de nous est. Donc, chacun de nous a une place très importante dans le quotidien, dans l'univers, dans tout. Donc, chacun de nous a une place importante dans le développement de l'autre. Chacun de nous a une place importante dans la manière même de résoudre ce qui se passe. Pour moi, je pense qu'il est temps que nous, Africains, nous, Ivoiriens, nous soyons plus simplement des simples spectateurs, mais nous soyons des acteurs. De se dire, chaque fois qu'il y a une catastrophe, chaque fois qu'il y a des difficultés, chaque fois qu'il y a des problèmes, on doit se poser la question de savoir comment j'arrive à faire ma part, moi, en tant que citoyen, moi, ma part en tant que Syriaque, dans ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être simplement relayer une information, ça peut être porter secours sur le terrain, ça peut être développer une application, une initiative qui va servir, ainsi de suite, mais c'est de ne plus rester inactif, de ne plus rester là à critiquer, c'est pas bien, l'État fait pas ceci, l'État fait pas cela. À la place de l'État, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que l'État aussi, c'est nous. Donc, nous avons tous notre place à jouer dans le développement d'une cité, dans le développement d'une communauté, dans le développement d'une nation. Et c'est en cela que ce soir, le sujet dont on va parler est assez intéressant, à savoir l'open data. Donc, qu'est-ce que c'est que l'open data? Déjà, il faut dire que l'open data, c'est ça c'est en anglais, mais en français, ça se dit données ouvertes. Donc, les données ouvertes sont des données auxquelles l'accès est totalement public et libre de droit, au même titre que l'exploitation et la réutilisation de ces données. Donc, c'est-à-dire, l'open data aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a une information qui est là, il y a une donnée qui est là. Comment on peut la mettre à disposition de la population, à la disposition de tout le monde, la rendre vraiment publique pour que cette donnée-là puisse servir à celles qui veulent l'utiliser, et aussi donner la possibilité à quelqu'un de se dire avec cette donnée-là, je peux la modifier, je peux la changer comme je veux. Je vais prendre un exemple très simple, peut-être dans un domaine assez pour que chacun de nous puisse comprendre. Par exemple, moi je suis beaucoup amateur de photos depuis quelques temps. Donc, c'est de se dire que je prends par exemple une photo. Par exemple, Noélie est habillée, très bien habillée en tennis qu'il nous faut. Donc, une ethnie qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, là, je prends la photo par exemple de Noélie et je la publie. Donc, je la mets quelque part. Normalement, en temps normal, pour prendre part à pour réutiliser cette photo, je dois, Noélie, peut-être même à qui j'ai pris la photo, doit me demander d'abord la permission avant de l'utiliser. Et je lui dis, d'accord, tu peux prendre la photo, mais tu l'utilises par rapport à ça, 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 ça. Donc, je lui donne certaines restrictions. Il ne peut pas l'utiliser, par exemple, pour la mettre sur une affiche de 12 mètres carrés
pour qu'on le voit, lui, dans toute la ville d'Abidjan. Non, il n'a pas ce droit-là parce que moi, Cyriac, je ne lui ai pas donné ce droit-là. Mais par contre, si je dis que cette photo est libre de droit, même pour des usages commerciaux, pour des images, peu importe l'usage, Noélie est capable de prendre la photo. Peut-être moi, la photo, elle était sous une forme carrée. Il dit, bon, moi, la photo, je vais la rendre maintenant rectangle. Donc, il la modifie, il la réutilise et il en fait un usage commercial. Il peut même la mettre sur un support et la vendre. Même moi qui suis Cyriac Bogou, il n'est pas obligé de venir me reverser des royalties, donc de venir me reverser quelque chose. Donc, voilà un peu une utilisation donc assez intéressante des données ouvertes. Une autre utilisation que j'aime bien, c'est dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, l'open data permet à tout un chacun d'avoir accès à certains ouvrages, à certaines connaissances, à certains savoirs qui avant étaient détenus par quelconque personne. Et je pense que l'une des encyclopédies, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas quand j'étais plus jeune, j'avais des encyclopédies dans la bibliothèque de mes parents. Et cette encyclopédie-là, je ne pouvais que la lire, je ne pouvais que l'utiliser, je ne pouvais pas faire de modifications. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'est attaqué à un autre projet qui est, par exemple, celui que vous connaissez tous, qui est Wikipédia, et de se dire que cette même encyclopédie, les mêmes informations, on peut la mettre en droit libre, de telle sorte que tout un chacun peut modifier cette information, tout un chacun peut y apporter sa contribution. Rappelons-nous, dans les anciennes encyclopédies, quand j'ai fini de lire, j'ai fini de lire. Je ne peux pas faire de mise à jour, je ne peux pas faire de modification tant que ce n'est pas la prochaine édition. Et là même, je n'étais même pas partie prenante de cette modification-là. Je n'étais pas partie prenante de l'écriture même de cette encyclopédie. Mais aujourd'hui, avec Wikipédia, c'est possible de le faire. Donc, voilà un peu un usage pratique de tout ce qui est données ouvertes. Pour revenir un peu dans nos sociétés, les données ouvertes peuvent être utilisées dans divers domaines, que ce soit dans l'éducation, la santé, la gestion de la cité, le budget. Par exemple, on dit que le budget de l'État est de 6 000 milliards, plus de 6 000 milliards. Mais dans ce budget, est-ce qu'on sait la part qui est destinée, par exemple, à nous qui sommes dans les technologies, ou bien dans l'éducation, ou bien dans la santé, même dans la santé, quelle est la part de ce budget-là, par exemple, pour la construction de nouveaux hôpitaux? Quelle est la part de ce budget-là dans la formation des nouveaux enseignants pour que nos enfants, nos frères, nos petites sœurs soient enseignés? Est-ce qu'on connaît ça? Non, tu vois, ce sont des informations qui, si elles étaient vraiment publiques, nous, citoyens, on pouvait se dire, ah, mais quelle est la part de ce budget dans l'éducation pour ma région? Moi, je viens par exemple de Soubré, qu'est-ce qui est destiné à l'éducation ou bien qu'est-ce qui est destiné à la culture, qu'est-ce qui est destiné à la santé? Donc, ça emmène plus ou moins les citoyens à avoir une meilleure lecture. Donc, certains parleront de bonne gouvernance, certains parleront de transparence. Donc, l'open data permet ce genre de choses. Et ça permet aussi à ceux qui gèrent nos cités, à ceux qui gèrent, à nos élus, à nos gouvernants et autres, de vraiment être transparent dans la gestion de cette cité-là, parce que nous, citoyens, on peut demander des comptes parce qu'on a déjà une première brique d'information. Donc, voilà un peu en termes d'open data, dans ce domaine-là, donc de transparence et autres, l'usage qu'on pouvait avoir si jamais on avait des données ouvertes. Mais il faut dire que depuis quelques années, nos autorités sont quand même sensibles à la chose, parce qu'on voit quand même certaines initiatives qui ont été prises ça et là, même si on pense que nous, en tant qu'acteurs, on pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Mais je pense que c'est nous aussi qui devons demander, parce que si nous ne sommes pas demandeurs en tant que par rapport aux données, ça ne va pas les pousser à ouvrir. Donc, j'en appelle à tout le monde de vouloir chercher. Aujourd'hui, il y a une commission qui a été mise en place par rapport à ça, qui est la KIDP. Donc, la KIDP a été mise dans le sens que si moi, en tant que citoyen lambda, je veux une information dans un ministère et autres, et que j'arrive dans ce ministère et qu'on me refuse cette information, je peux
écrire et je peux saisir la CAIDP, donc CAIDP, donc qui s'écrit CAIDP. Donc, pour leur dire, je suis allé dans tel ministère, on m'a refusé telle information alors que j'en ai besoin pour mon exposé, alors que j'en ai besoin pour mon mémoire, alors que j'en ai besoin pour telle ou telle chose. Et eux, ils vont poser des questions, ils vont demander des comptes à, à ce ministère-là de savoir pourquoi ils ne vous ont pas remis cette. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'on voit ce type de mesures qui ont été prises. Et après, en termes de, comment je vais dire ça, d'open data, c'est aussi de se dire qu'aujourd'hui, les données sont là et ça provient, il y a des données qui viennent de tous les secteurs. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un domaine qui est la pluie, donc des données météorologiques. Et on voit un peu de plus en plus, avant, ça ne se faisait pas. Vous êtes d'accord avec moi que des structures comme la Sodexo ne nous donnaient pas les prévisions, ne nous donnaient pas les prévisions météorologiques. On avait juste la météo après le journal télévisé et ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont plus, ils essaient d'être plus transparents, de donner plus d'informations à nous qui sommes citoyens lambda, de telle sorte que demain, tu sais qu'il aura tel nombre de millimètres de pluie et tu prends tes précautions pour sortir ou pour ne pas sortir. Donc, voici, les données ouvertes permettent la prise des décisions. Donc, que ce soit pour nos gouvernants, que ce soit pour nous-mêmes. Donc, le fait d'avoir tant d'informations peut nous permettre d'avoir une prise de décision meilleure. Je prends un exemple, je sais qu'il y a quelques années, nous, on avait fait une cartographie des zones pluvieuses sur une carte, dans une carte libre qui est OpenStreetMap, et ça permettait d'avoir des points et de savoir où, où il y avait une très grande concentration d'inondations et autres. Et ça a permis de faire, par la suite, on a vu un peu, ça a permis aux autorités de prendre certaines mesures telles que casser des maisons qui étaient sur des caniveaux parce que normalement c'était la voie de l'eau, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc ça peut dire qu'il y a beaucoup de choses, de secteurs dans lesquels on a besoin, on a besoin, on a besoin de, on a besoin d'ouverture de données. Donc bon, c'est ce que je peux dire pour le moment. J'espère n'avoir pas été trop long et c'est au fil de vos questions que je pourrais m'appesantir sur certaines choses. Ok, merci beaucoup, chef, d'avoir justement planté le décor. Donc, moi, je prendrai les questions des internautes sur Facebook, puisque nous sommes également en live sur Facebook, et aussi les intervenants qui sont dans cette salle-là, sur Zoom. Vous pouvez directement ouvrir votre micro, mais bien entendu, et dans l'ordre et la discipline, et poser votre question comme vous le souhaitez. Et moi, j'ai une première question déjà pour revenir en fait sur l'aspect de la disponibilité, c'est-à-dire l'accès des données. Comment aujourd'hui vous pouvez caractériser justement la disponibilité de ces données-là sous nos tropiques? Comment est-ce que cela se comporte? Est-ce que les données sont vraiment disponibles? Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce qu'on a accès facilement à ces données-là? Donc, Ok. Déjà, il faut dire que aujourd'hui, c'est en termes de disponibilité des données, certains d'aucuns vous diront que les données sont disponibles, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans ce sens où, pour nous, quand on dit données ouvertes, c'est des données qui peuvent être facilement réutilisables. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on vous dit telle donnée est disponible. Donc, la donnée, quand on vous dit une donnée disponible, ici, généralement, c'est que la donnée est dans un format dans lequel nous, en tant que personnes qui veulent réutiliser les données, qu'on ne peut pas utiliser. Donc, ça peut être en format PDF. Même encore PDF, on peut le mettre dans certains outils pour pouvoir ressortir l'info. Mais souvent, ils te prennent une photo du PDF et on te met ça à disposition. Souvent, on le voit même sur les réseaux sociaux. Et donc, pour eux, c'est une donnée qui est ouverte parce que pour eux, ils pensent que la donnée a été communiquée. Non, ce n'est pas une question de communiquer une donnée. Ce n'est pas une question de donner juste l'information. C'est une question de permettre à quelqu'un de pouvoir réutiliser ces données-là. Donc, en gros,
gros, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des données qui sont disponibles. Et déjà, on a deux facteurs. Soit les personnes ne savent pas que ces données-là peuvent être mises à disposition. Et après, le deuxième facteur, c'est généralement la peur de mettre à disposition ces données-là. Qu'est-ce que les gens vont faire de ces données-là? Donc, souvent, les gens gardent leurs données. Ils ont les données, mais ils préfèrent les garder. Et je pense que aujourd'hui, c'est une question de sensibilisation qu'on doit continuer à faire. C'est une question de montrer l'importance et la réutilisation de ces données-là qu'on doit faire. Donc, là, montrer que c'est pas seulement pour peut-être contrôler quelque chose, c'est pas seulement pour lutter contre un certain système, mais les données, voilà ce à quoi ça peut permettre, ce à quoi ça peut aider et autres. Et quand je pense que quand c'est comme cela, ça permet aux uns et aux autres de ne plus avoir peur de donner leurs données, au fait. Ok, merci. Donc, dernière question pour moi avant de laisser aussi la place à d'autres de poser des questions. Nous avons suivi ensemble, pour ceux qui sont sur les réseaux, qui sont très actifs, nous avons vu le lancement d'un portail de données d'une initiative de l'ENCA, des chiffres et des jeux. Et nous avons vu que vous étiez là-bas justement pour lancer un hackathon. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce portail-là et quel est l'impact, selon vous, que ce portail-là pourrait avoir sur les données ouvertes? D'accord. Donc déjà, le portail, c'est pas celui de l'ENCA, c'est celui d'un projet qui a été financé par des Américains, donc des structures américaines, dans le Millennium Challenge, le PEPFAR et autres, tout ça. C'est de se dire, aujourd'hui, comme on l'a dit, la remarque, ce qu'on venait de voir tout à l'heure, c'est de se dire, il y a des personnes qui ont des données. Les données, c'est pas seulement dans les ministères. Il y a aussi même des organisations. Ça peut être des organisations privées, ça peut être des organisations publiques, ça peut être des institutions, ça peut être des ONG, des associations et autres qui ont des données parce qu'ils travaillent sur divers projets. C'est de se dire quoi? C'est de se dire que voilà, on a ensemble ce projet-là, on a ensemble toutes ces données-là et on répertorie. Donc là, c'était juste de faire un inventaire de toutes ces personnes-là, donc des ONG, et ça, c'était plus dans le domaine de la santé. Mais le hackathon qu'on a organisé, c'était pour leur montrer que c'est pas seulement le domaine de la santé qui peut être touché. En grande partie, c'est le domaine de la santé, mais il y a aussi des données dans le domaine de l'éducation et autres, d'autres domaines peut-être même auxquels ils n'avaient pas pensé. Et nous, on vient en tant que citoyens leur dire, mais les données dans tel domaine d'activité nous intéresserait de les avoir. Est-ce que vous, dans comment je vais dire ça, dans votre liste des détenteurs de données, est-ce que vous les avez ajoutés? Et l'autre problème qui a été constaté lors de ces hackathons, c'est que les personnes même qui ont été répertoriées, pour qui on dit qu'elles ont des données, par exemple, ces personnes-là, il se trouve que elles ne, comment je vais dire ça, ces personnes-là ne donnent pas, ne jouent pas le jeu, elles ne donnent pas les données. Elles disent oui, c'est vrai, on a les données, mais on ne peut pas les donner à n'importe qui, on ne peut pas les donner à celui qui va nous demander, alors que le but du jeu, c'était de dire, ils ont les données, quand on les contacte, ils doivent donner les données, mais ils ne veulent pas. Donc ça, c'est des informations qui ont été aussi remonter grâce à ce hackathon-là qui a permis de mettre en lumière cet aspect-là que forcément, eux, ils n'avaient pas parce que pour eux, ils ont mis les contacts de la personne, de la structure qui a les jeux de données, le point focal qu'il y a à l'intérieur de ces jeux de données et de cette structure-là qui peut donner les données. Mais quand tu appelles la personne refuse de donner les données. Donc, voilà un gros problème que nous avons. La personne a des données, mais il refuse de les donner. Pourquoi? Vas-y savoir, on ne sait pas. Donc, je pense qu'on est en train de continuer de mener la réflexion à ce niveau-là. Et je pense qu'un jour, on va y arriver à un moment où les données sont hyper disponibles à n'importe quel moment. Tu veux une donnée, tu vas sur une plateforme et tu la trouves. Ok. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et
est-ce que je reviens encore sur la donnée parce que c'est un thème très intéressant. Je sais qu'il y a tout un processus pour travailler la donnée, pour rendre cette donnée-là potable. Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y aurait des centres ou des initiatives qui permettent non seulement de labelliser la donnée, mais aussi de pouvoir sensibiliser sur l'impact en fait des données ouvertes. Et s'il y en a, c'est bien aussi de nous partager ces initiatives-là afin qu'on puisse voir comment est-ce qu'on pourrait contribuer sur ces différents projets si possible. Je pense que le but aussi de ce webinaire, c'est de se dire que nul n'a la science infuse. Moi, je ne dirais pas que je connais tout. Je continue d'apprendre, je continue de me former. Par exemple, nous, au sein de la communauté africaine des données ouvertes dans CAPDO, on essaie d'essayer d'avoir ce type de réunion de temps en temps pour savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays et autres, tout ça. Ce qui m'emmène à dire qu'aujourd'hui, pour avoir ces données-là, ce qui se fait généralement ici, c'est vraiment pour avoir facilement une donnée, c'est de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, il faut forcément être réseauté. Et ça, c'est ce qui n'est pas normal normalement. Normalement, je dois aller sur une plateforme et trouver la donnée dont j'ai besoin. Mais ici, souvent même tu as la donnée, tu te demandes est-ce que je fais bien d'avoir cette donnée parce que tu as peur, tu te dis alors que ça devait être un document public. Je prends par exemple lorsque la loi sur la nouvelle loi de la presse devait être votée, tout le monde cherchait cette loi-là, nous on a pu la voir, mais tu avais peur, tu te demandais est-ce que c'est normal d'avoir cette loi-là alors que normalement, quand tu vas sur le site de l'Assemblée nationale de la France, avant qu'une loi même soit votée, soit passe même, tu as la loi en tant que citoyen, on te donne même un délai pour lire et faire tes amendements et tout ça. Et tu peux même faire des retours. La même chose pour les conseils municipaux. Donc, il y a certains conseils municipaux en Europe, aux États-Unis et autres. En tant que citoyen, on t'envoie la réunion, le PV, le truc de la réunion, l'ordre du jour, pour savoir si tu as des points à ajouter et autres. C'est à ce domaine-là qu'on doit arriver. Par exemple, on parle de budget participatif. Il y a certaines communautés, communes qui le font, où le maire, avant de voter son budget, il appelle toute la population pour dire, bon, voilà, on va voter le budget. Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que l'argent, sur quoi on va allouer l'argent, est-ce que ça va par rapport à notre commune? Et c'est à ça qu'on veut vraiment, vraiment arriver, mais à une échelle vraiment nationale. Donc, dire qu'aujourd'hui, on a des structures qui donnent des données, je pense que il y en a, parce qu'on a essayé de faire une recherche au niveau de la carte d'eau, pour le compte de la Web Wide Foundation sur un rapport sur les données ouvertes en Afrique. Et vous allez voir, des ministères ont leur site, mais dans le site, il faut fouiller vraiment pour aller avoir la donnée qu'on veut. Ils la mettent pas, elle n'est pas vraiment ouverte comme cela. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce volet, au fait. Ok, justement, au niveau de la carte d'eau, aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez, vu ces difficultés rencontrées, comment est-ce que vous percevez l'avenir en fait de l'open data en Afrique et quelles sont les initiatives, comme je le disais, quelles sont les initiatives qui sont mises en place pour qu'en fait, pour tout citoyen lambda qui a une compétence et qui souhaiterait contribuer puisse vous rejoindre dans cette initiative-là pour pouvoir en fait apporter sa pierre à l'édifice. Oui, déjà, il faut dire que toutes les initiatives sont les bienvenues, hein. Toutes les initiatives vraiment sont les bienvenues. Chacun de nous a peut-être une idée par rapport à quelque chose. C'est le moment de la partager et ensemble on se met là-dessus, on fait quelque chose. Par exemple, quand je vois ce que vous faites, votre niveau de 1000 codeurs, donc en fait, il y a des personnes qui vont coder, il y a d'autres personnes peut-être qui vont communiquer, il y a d'autres personnes qui vont faire ceci, qui vont faire du lobbying, d'autres qui vont aller discuter avec les autorités. C'est ensemble qu'on peut arriver vraiment à mettre en place des grandes choses dans ce domaine-là. Donc, ne vous dites pas que non, parce que je ne sais pas coder, donc je ne peux pas être utile, parce que je ne sais pas faire ceci. Non, tout un chacun est utile, tout un chacun a sa place à jouer.
et pour rejoindre la communauté africaine des données ouvertes, c'est pas compliqué. Je pense je t'emmènerai le lien, il y a un lien sur lequel il faut juste cliquer, il faut être membre du pays dans lequel on est. Et en fonction de ça, il y a l'actualité, il y a des informations qui sont données au jour le jour. Et après, c'est vraiment se mettre en réseau, de se dire qu'est-ce qui se passe un peu de l'autre côté en matière de données ouvertes. Sinon, il faut dire, quand je vois, il y a quand même il y a beaucoup d'espoir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'une des forces qu'on a, c'est que chacun de nous se parle. Forcément, tu parles avec quelqu'un de notre pays. Donc, tu sais au moins ce qui se passe ailleurs et qui ne se passe pas chez toi. Donc, quand c'est comme ça, ça t'emmène à chercher davantage, ça t'emmène à te dire qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire, qu'est-ce que je peux faire chez moi, ou bien qu'est-ce que je peux faire ici qui peut être répliqué ailleurs. C'est tout ce mélange-là, je pense, qui est bon à avoir, en fait. Alors, on va pas forcément s'éloigner de notre champ de bataille, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous, on évolue justement sur le numérique et aujourd'hui, on constitue ce que je pourrais appeler une force de proposition. Nous avons en base de données plus d'un millier de, 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 de geeks, comme on se fait appeler, sinon quelle l'appellation de manière générale. Et avant-hier, nous étions sur Zoom encore avec l'un des nôtres qui a développé un framework, un outil qui faciliterait à créer des applications en PHP. C'est un Ivoirien qui a monté le projet. Le framework se dénomme Beau Framework, qui permet à tous ceux qui utilisent le langage de programmation PHP de pouvoir contribuer non seulement de manière open source, mais pour concevoir des applications. Et dans ce sens-là, on a pensé à certains projets qu'on souhaite mettre en place, notamment dans la santé, notamment dans le sport, dans l'éducation. Quand nous avons ce genre d'idée, quelle est la démarche qu'on peut entamer justement pour se faire entendre, pour pouvoir être légalement, je dirais, être dans une démarche légale afin de pouvoir aussi, en utilisant bien entendu les technologies, ce que nous savons faire, notre passion, pour aider quoi, sur le COVID-19, pardon, ou sur d'autres situations. Donc, comment est-ce qu'avec ces technologies-là qu'on côtoie au quotidien, on pourrait se mettre dans une démarche légale, pourquoi pas approcher la CAFDO pour monter sur des projets qui pourraient être bénéfiques aussi pour tout le monde. Oui, non, aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, c'est vraiment de travailler en parfaite harmonie. Donc, qui dit travailler en parfaite harmonie, dit de se mettre ensemble. Par exemple, vous avez l'idée, vous venez voir aujourd'hui, il y a de plus en plus d'incubateurs, il y a de plus en plus d'accélérateurs de projets en Côte d'Ivoire, et de vous approcher de ces structures-là et à l'intérieur d'exposer votre projet. Et sur le coup, ils vont vous dire, par exemple, par rapport à votre projet, est-ce que vous avez déjà entendu parler peut-être d'une autre personne qui fait la même chose? Est-ce que vous avez des connaissances par rapport à ça? Ou bien vous avez des besoins en quoi et autres, tout ça? Et c'est ensemble, la mise en commun de ces, je vais dire, de ces compétences-là, qui vont faire que quelque chose de nouveau va émerger. Moi, je dis qu'on ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas tout. Donc, si je sais pas, si je sais pas, je vais te dire que je ne sais pas et que je vais aller chercher la réponse ailleurs. Donc, par rapport à cela, ça m'emmène à se dire que si vous avez un projet, c'est d'en parler autour de vous. Généralement, ce que les gens font, je dis, j'ai peur qu'on me vole mon idée. L'idée, tu n'es pas le seul à avoir l'idée, ça, si je peux me permettre cette expression, mais c'est celui qui la met en avant, le premier, c'est lui qu'on reconnaît. Donc, c'est d'en parler. Et forcément, autour de vous, quelqu'un va vous donner une autre manière de voir cette idée-là, et c'est la mise en commun de ces deux visions, ces deux manières de voir là, qui vont faire que votre projet va avoir une certaine notoriété. Et une fois qu'on a cette notoriété là, après, c'est de passer à l'étape vraiment de se mettre, de légaliser ce projet là, donc soit
déclarer, donc soit breveter, soit aller créer une structure par rapport à ce projet et tout ça pour aussi se protéger. Parce que faut pas qu'on le dise, hein, il y a des gens qui vont jamais réfléchir, donc qui sont là, qui sont juste à l'affût. Mais après, vous allez voir que ces gens de projet n'évoluent pas parce que ils n'ont pas vraiment, ils sont pas au cœur de la réflexion. Et donc, c'est dommage parce que donc c'est vraiment se mettre ensemble, c'est vraiment être accompagné, donc se faire accompagner par des spécialistes dans le montage de projets et autres, et aussi dans la création même de tout ce qui est protection et structuration même de projets pour être vraiment meilleur en fait. Ok, je pense qu'il y a Nabe Diarasuba qui a une question. Donc, Ok. si tu peux au micro proposer la question directement. Donc, bonsoir tout le monde. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, ça va. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Oui, c'est bon au niveau du son. Ah, d'accord. Donc, merci, Monsieur Steriac, beaucoup pour la présentation. C'est très instructif, je trouve. Et selon moi, le domaine de l'open data, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis un bon moment parce que moi, présentement, j'ai fait mes études à Rennes et l'une des choses qui m'a frappé ici, c'est qu'au niveau de la ville, il y a un portail Open Data où on peut retrouver presque tous les jeux de données concernant les services, que ce soit la mairie, la police. Pour n'importe quel service, tu es étonné de voir que toutes les données sont ouvertes, même les données des transports, tout ça, tout est disponible. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de chercher au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça de disponible. Et dans mes recherches, je suis tombé sur le portail data.gouv.ci où j'ai trouvé des jeux de données qui étaient pas mal. C'était quand même intéressant. En termes de quantité, c'était limité, mais oui, mais intéressant pour moi. C'était un bon début. Mais je vois que depuis un moment, ce n'est plus à jour. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a plus de nouveaux jeux de données. Et donc, moi, je me suis demandé, est-ce qu'au niveau national, il y avait déjà quelque chose comme ça? Et donc, pour aller un peu plus loin, j'ai même acheté un nom de domaine où j'ai pour projet de voir est-ce qu'il y a déjà une structure qui organise cela. Sinon, pourquoi ne pas même trouver des gens avec qui je peux lancer un portail comme ça. Okay. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Non, juste pour rire, non, non. Quand je vais pas rentrer dans des considérations ici parce que non seulement on est en direct sur Facebook et autres, tout ça, mais après, Diarasuba, on pourra continuer la discussion en off. Mais ce que je peux dire, c'est que comme tu as fait la remarque, hein, il y a quelque chose d'intéressant qui a commencé là-dessus. Mais après, on sent qu'il y a une cassure, on sent que ça n'a plus évolué. Pourquoi? Vas-y chercher la réponse. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, malheureusement, et ça c'est dans le constat que nous, au sein de la CAFDO et aussi même au sein de Afrique TV, dont je suis le vice-président, le constat c'est qu'on a fait nos États, dans nos pays généralement, les gens font juste des choses dans l'émotion, ou bien juste pour chercher un certain, si je peux me permettre, une certaine position pour dire qu'on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais après, quand tu creuses réellement, y a rien. C'est pas quelque chose sur lequel on peut se baser, contrairement à d'autres pays où ils font pas beaucoup de bruit, mais ils sont vraiment percutants, ils vont vraiment, comme on le dit, droit au but. Donc, en date d'aujourd'hui, donc le projet est toujours à ce stade-là, alors qu'il avait très bien commencé. Et là, j'ai cru entendre que certaines personnes sont en train de reprendre les rênes dans cette institution. Donc, juste pour ta gouverne, c'est le CICG qui a développé cette plateforme. Et je pense que je sais qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dessus, mais qui n'est plus là-bas. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui a repris les rênes de ce projet-là. Et donc, l'historique de ce projet, c'est que la Côte d'Ivoire voulait adhérer euh, à, à l'OGP, le partenariat pour les gouvernements ouverts. Et c'est là qu'ils ont mis en place ce portail-là, c'est là qu'ils ont mis en place la KIDP, c'est là qu'ils ont mis en place
la haute autorité pour la bonne gouvernance et donc pour montrer un peu ce que la Côte d'Ivoire pouvait faire dans ce sens-là. Mais après, de retour de toutes ces instances-là, après avoir été accepté, beaucoup de projets ont vraiment beaucoup stagné. Et là, je lance vraiment un appel pour que ces projets-là reprennent parce qu'ils étaient déjà des projets assez intéressants. Et dans ces projets, ils avaient vraiment associé des organisations de la société civile comme la communauté de codeurs, donc, qui est Code CI, donc qui avait même aidé au développement de la plateforme et autres, tout ça. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, tu peux lancer ton projet, mais tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'être bien entouré. Sinon, tu risques d'avoir de marcher dans les, vraiment comme on le dit, tu risques de marcher dans les parts de d'autres personnes parce que c'est vraiment une chasse gardée, cette histoire d'open data, si je peux me permettre. Mais je pense qu'en tant qu'indépendant, faut juste avoir les bons conseils, il faut juste savoir où tu mets ton pied et je pense que tout va se passer pour le bon, pour le mieux. Mais je pense que c'est à nous aussi, citoyens, de se dire que on a quand même on a quand même des comptes à demander. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi il n'y a pas assez de jeux de données et autres. Et je pense que ça va les emmener à se réactiver un peu plus vite. Donc, Yarasuba, tu peux y aller, mais comme je le dis, fais-toi entourer. Je reste disponible après pour continuer la discussion et peut-être même te donner des pistes d'avancement, bien de réflexion. Merci. Ok, merci à Yarasuba. Il y a Rwamba qui a une question. Avant sa question, il y a Bodo Jean-Brice qui pose la question de savoir c'est quoi l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle favorise la création d'emplois. Donc lui, je pourrais lui répondre que très prochainement, d'ici le 4 juillet, précisément, nous aurons une session sur l'intelligence artificielle avec un expert de l'intelligence artificielle du Canada. Donc, on pourra mieux répondre justement à ces questions-là. Donc, pour consolider aussi ce que Syria qui était en train de dire, nous avons connu aussi cette difficulté-là pendant la crise sanitaire pour pouvoir en fait mettre en place une application pour faire des tests, d'auto-tests en fait, mais on n'avait pas certaines données qu'on recherchait au niveau local. Donc, c'était un peu plus difficile. Donc, le test est finalement basé sur des sondages qui ont été validés depuis l'Europe, qui avait été testé par des millions de personnes et validé aussi par l'OMS. Donc, du coup, on s'est dit que certainement cela pourrait être crédible. Voilà, pourquoi pas répondre aussi à nos réalités. Bref, donc je passe la parole à Rwamba pour qu'il pose sa question. Bonsoir, Monsieur Syriac. Oui, bonsoir, patron. J'ai une question pour vous. Okay. Généralement, lorsqu'on parle de open source, on parle de gratuité, on parle de bénévolat. Donc, je voudrais savoir, vous, je sais que vous avez évolué dans ce domaine-là depuis un bon moment. Donc, je voudrais savoir comment vous faites pour financer, par exemple, vos projets et vos différentes activités. Maintenant, j'ai une seconde question. La seconde question, c'est en tant que jeune, si nous voulons suivre, par exemple, vos traces, est-ce que ce domaine-là est peut-être, je vais dire facile, aucun domaine n'est facile, mais est-ce que pour la Côte d'Ivoire ou pour l'Afrique, ce domaine est facile ou bien c'est un peu difficile, on se décourage, tout ça, je voudrais savoir, parce que vous avez gravi les échelons et puis vous êtes arrivé à ce sommet-là. Pour ceux qui veulent suivre vos pas, comment on peut faire? Déjà, je n'ai pas encore fini de franchir mes pas. Moi-même, je suis en train de chercher encore à mieux marcher et tout ça. Donc, ça, c'est le premier truc que je peux dire. Et sinon, rien n'est facile dans la vie. Tout est difficile. C'est à chacun de nous de s'armer de courage. Si je vous dis que tout est facile chez moi, je vous aurais menti.
c'est difficile. Ceux qui sont autour de moi, mes proches, mes amis, même ceux avec qui je collabore et autres, savent que tout n'est pas facile, tout est difficile. Donc, ça, c'est le premier point. Si je peux me permettre, si je peux me permettre de parler ainsi. Mais après, comment l'open data, je pense que c'est un domaine sur lequel il faut te lancer. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent dans notre pays, dans la sous-région. Vous avez aussi votre place. Après, c'est vraiment faire parler votre créativité. C'est vraiment faire parler ouais, vraiment votre créativité. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le domaine? Il est très vaste. Après, c'est de trouver vraiment sa niche, c'est de trouver ce qu'on veut faire là-dedans et autres. Et après, nous sommes un peu fous hein, quand on me pose cette question. Où je trouve l'argent pour faire ça? Franchement, je dirais que c'est la grâce de Dieu, si je peux me permettre cette expression. Et parce qu'on ne gagne pas des milliards, on ne gagne pas des millions non plus. C'est de l'argent qu'on gagne à gauche, qu'on réinvestit à droite, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être fou pour faire ce que nous faisons. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent faire cette folie-là. Beaucoup de personnes veulent avoir une certaine sécurité financière, donc vont travailler sur des trucs qu'ils maîtrisent plus au lieu de se lancer dans l'inconnu. Donc, après, c'est une question de choix de vie. C'est pas facile. Ça, si je dis que c'est facile, j'ai menti. Donc, lance-toi, ne te décourage pas. Et après, on pourra rester en contact. Je pourrais te donner peut-être deux, trois topos et en plus de ce que je viens de dire, au fait. Ok, merci beaucoup. Merci, patron. Je pense qu'il y avait une question concernant le financement des projets open source. Vos projets open source. Allô? Voilà, je pense que j'ai eu à reprendre là-dessus en termes de financement de projet. Je dis, c'est vraiment de la folie. Donc, et qui dit open source, c'est pas forcément de la gratuité. Open source, je peux monnayer mon expertise et autres. Ça ne veut pas dire que je suis. Non, l'open source, ça ne veut pas dire que tout est gratuit. Ça, il faut qu'on se fasse déjà, il faut qu'on soit clair là-dessus, en fait. Ok, c'est à dessein justement que cette question a été reposée, puisqu'il s'agit ici on parle en termes de passion. Tout ce que nous sommes en train de faire, certains nous observent, ils pensent que nous avons forcément des financements, nous avons des accompagnements. Non, mais c'est la passion qui nous permet de foncer, c'est la passion qui nous permet d'emboîter le pas aux dévanciers comme Syriac, qui est un modèle pour nous, pour quand même aussi un jour marquer une pause et inspirer d'autres jeunes qui nous regardent aussi comme des modèles. Donc, n'hésitons pas, lançons-nous dans notre passion et je pense que forcément, ça va payer. Et même si ça ne paye pas, ça donne un sens à la vie. Donc, je pense qu'il y a Salvador José qui avait une contribution. Donc, tu peux ouvrir ton micro, frère. Allô, Salvador, tu peux parler. Allô? Oui, allô, oui, ça va mieux, ça va mieux. Ça va? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Le son est bon, non? Oui, on vous entend. Ok. Ce n'est qu'une, ce n'est que, bon, Salvador José, ce n'est qu'une contribution par rapport à la question posée par Wamba. Ça, c'est vraiment quelque chose qui circule, en tout cas dans le milieu. Voilà, on confond beaucoup open source avec gratuité. Voilà, et cela n'attise pas trop les consciences de ceux qui pourraient bien s'engager dans des projets open source. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, bon, je ne suis pas, ce n'est pas une affaire de prophétie mystique, hein, c'est une affaire d'analyse technologique simplement. Voilà, la plupart des grands projets technologiques d'aujourd'hui là sont en pleine migration vers l'open source. Full, je dis bien full, pas en partie. Parce que les plus grands projets, les projets qui vont déterminer en tout cas le 21e siècle sont des projets qui sont dans la data science, dans l'IA, dans l'IoT, dans l'open data. Ce sont des projets full open source. Voilà.
Et ce n'est que pour vous dire qu'il faut vraiment suivre l'actualité parce que moi, ça m'agace beaucoup. Je travaille beaucoup dans l'open source. Donc, à tout moment, lorsque les gens reviennent dessus vraiment, comme Noélie l'a dit, hein, on partage la passion, mais l'information ne va pas toujours vraiment un peu vite, quoi. Voilà, ça traîne un peu trop. Nombreux ont du mal un peu à s'informer. Voilà. Et puis, ce n'est qu'une information. Il faut beaucoup visiter le site de l'Open Source Initiative. Voilà, c'est très important pour quand même un peu comprendre que ce n'est pas de la gratuité. Voilà. Et même lorsqu'on parle du free software, qui est différent de l'open source, le logiciel libre est différent du logiciel ouvert. Même lorsqu'on parle du free software, le père du free software, Richard Stallman, dit toujours open source doesn't mean gratis. Donc, ça veut dire que, au sens du free software, le free, ce n'est pas le gratuit. En anglais, même free, ça veut dire libre. Vous pouvez modifier, mais ça ne veut pas dire gratuit. Donc, il faut vraiment attirer l'attention dessus. Surtout, en tout cas, moi, pour ne pas être sentimentaliste aussi, c'est comme ça me fait un peu mal au cœur, quoi. Quand j'entends ça, ce sont des idées qui ne favorisent pas, en tout cas, le progrès, encore moins le développement en Afrique. Voilà. On doit vraiment, en Afrique, migrer dans des environnements open source, dans tous les domaines, dans tous les domaines. C'est là vraiment qu'on va se développer. Voilà. Je vais terminer simplement en rappelant que la Chine, l'Inde sont aujourd'hui grands grâce à l'open source. Voilà. Voilà. Le plus grand leader technologique en Chine, Huawei, aujourd'hui migre complètement dans l'open source à cause de la querelle avec Google. C'est par là que je vais terminer. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci Salvador. Donc, nous profitons aussi pour passer notre salutation à la maman Nena qui nous salue et qui pose justement une question aussi sur Facebook. Elle demande s'il y a une différence entre la liberté plus ouverture vers la gratuité. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Je n'ai pas vu la question. Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? La question est la suivante. Il y a une ouverture vers la gratuité. En tout cas, rien n'est gratuit dans la vie. Donc, je pense que c'est plus une contribution. Non. Comme je pense que ce soit Salvador, que ce soit Nina, et comme ce que je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on cesse de confondre gratuité et liberté. Liberté, c'est-à-dire que je peux faire, en termes d'usage, je peux faire beaucoup de choses. Mais gratuité, ça ne veut pas dire que, parce que la personne qui va réfléchir, la personne qui va chercher à travailler, et quand même prend non seulement de son temps, la personne, en plus de son temps, la personne fait aussi des recherches. La personne a des antécédents, a eu à faire des études et autres, tout ça, il faut se rémunérer. Et ça, généralement, quand tu expliques ça, tu essaies d'expliquer ça à des personnes, ils disent, mais vous avez parlé de free, vous avez parlé de ceci, de cela, mais pourquoi c'est pas gratuit? Non, il y a, ça a un coût. La donnée a un coût. Quand j'utilise la donnée, quand je la réutilise, il y a un coût là-dessus. Donc, après, c'est en termes d'expertise qu'on se valorise. C'est pas donc vraiment qu'on fasse vraiment la différence entre gratuité, parce qu'on dit c'est free, donc c'est pas. Il y a un coût, il y a un prix qu'on doit payer. Le prix, peut-être, n'est pas forcément pécunier. Il peut être dans du temps, il peut être dans de la réflexion, il peut être dans plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, ça fait que beaucoup de personnes, et ça m'emmène, peut-être que je vais terminer avec ça, quand on demande à certaines personnes, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, je voulais faire ce qu'on fait, ou tout ça. Mais bon, après, quand on demande aux gens de venir travailler, la question qu'ils demandent, qu'est-ce que je gagne dedans? Je dis, tu gagnes beaucoup de choses parce que il y a quand même un background que j'ai, il y a quand même beaucoup de choses que je connais, que je vais t'éviter à faire peut-être des erreurs parce que moi, j'ai eu à faire des erreurs derrière par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc, je pense que il y a vraiment cette sensibilisation qu'il faut continuer à faire, donc ne pas confondre gratuité et liberté, et aussi de se dire qu'on continue d'apprendre. Moi, je continue d'apprendre. Peut-être ce soir, je vous ai parlé d'open data, mais je continue de me former en open data. Je suis des cours en ligne par rapport à ça. Il y a énormément de cours en ligne, que ce soit en anglais comme en français. Je vous invite à aller regarder. Tout à l'heure, il en a parlé, Salvador. On parle aujourd'hui de data scientist, donc de tout ce qui est data science. C'est en relation aujourd'hui avec le domaine de l'open data et autres. Donc, allez vous former là-dessus. Formez-vous.
OK, donc je pense que nous allons allègrement vers la fin de notre échange. Puis, une dernière question qui est très importante pour nous. Justement, les données ouvertes. Est-ce que les données ouvertes fonctionnent pour les femmes en Afrique? Et j'ai pris justement cette question qui a été posée sur l'étude de la Web Foundation. Donc, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus, vu le travail aussi fabuleux que fait l'une de nos collaboratrices au Mali, qui travaille sur les VBG, Moussodev, qui est une ONG qui travaille sur les VBG et qui utilise généralement aussi cette notion d'open data là pour pouvoir en fait avoir un socle de données pour leur permettre de contribuer à leur niveau au niveau du Mali. Donc, j'aimerais justement avoir votre avis aussi sur l'avenir de l'open data au niveau féminin. Aujourd'hui, la preuve, quand je regardais les participants tout à l'heure, il n'y a pas de femmes. Donc, je pense que on doit les sensibiliser à s'y intéresser. Et c'est en cela que je salue des initiatives comme Data pour elles, ainsi de suite. Il y a tellement d'initiatives féminines qui sont en train de prendre le dessus sur tout ce qui est ouverture des données. Lorsqu'on faisait le hackathon, l'un de nos membres du jury, il y en avait 3 quand même qui étaient des femmes. Donc, qui s'intéressent à tout ce qui est open data. Donc, je pense que c'est des choses on doit sensibiliser. Et moi, j'ai remarqué que plus quand les femmes sont, donc, d'accord, Marguerite, excuse-moi, j'avais pas vu. Donc, coucou à Marguerite qui me suit, elle dit les femmes sont là et oh, tout. Et donc, pour revenir à ça, donc, excuse-moi, j'ai pas bien vu. Donc, tu m'excuses. Donc, les femmes doivent plus s'intéresser à cela. Donc, par exemple, là, on voit qu'elles sont pas nombreuses, elles sont certes là, mais elles sont pas assez représentées. Donc, c'est vraiment de les encourager à s'intéresser à cela. Parce que quand elles sont dedans, on sent vraiment un autre dynamisme, en fait. Donc, je t'encourage, Marguerite, baisse pas les bras, intéresse-toi, pas plus loin, ne te dis pas que c'est réservé seulement aux hommes, crée des choses, initie des choses. Je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui pourront t'accompagner dans tes initiatives et autres. Donc, pour rappeler, il y a des initiatives comme Data pour elle, qui ne citait que ça, qui font quand même des choses dans le domaine de l'open data. Alors, merci déjà à Marguerite qui a notifié que les femmes sont là. Effectivement, c'est aussi intéressant pour nous d'avoir des femmes avec nous et nous comptons aussi sur vous pour sensibiliser plus de dames à nous rejoindre sur nos différents webinaires, nos différentes initiatives pour pouvoir en fait avoir l'impact qu'on souhaite au niveau aussi des femmes dans le numérique. Donc, avant le mot de fin, pour terminer, Cyriaque, on va prendre la peine d'annoncer notre prochain speaker qui sera là demain. Demain, on aura, si vous me permettez, j'aimerais partager mon écran assez rapidement. Demain, à la même heure, on aura, j'espère que vous voyez, demain à la même heure, on aura un speaker qui viendra nous parler en fait du cloud avec des solutions que propose Amazon, AWS. C'est important aussi la notion de cloud computing. Donc, il sera avec nous Amon Sablin, qui évolue en fait dans l'univers de AWS et qui va nous partager aussi sa passion. Donc, comme le dit la rubrique, notre webinaire, c'est en fait zoomer sur la passion de chacun de nous en vue de partager les connaissances que nous avons. On profite aussi de l'occasion pour dire merci à ceux qui nous accompagnent sur ces initiatives, notamment 10 000 codeurs, Côte d'Ivoire et Journée du Code, toutes ces équipes qui travaillent pour pouvoir sensibiliser la jeunesse, mais aussi de voir comment créer des synergies justement pour se former, pour continuer à apprendre, comme Cyriaque le disait, en vue de créer en fait l'éclosion digitale qu'on souhaite avoir et l'impact qu'on veut avoir justement sur le continent. Donc, on termine par le mot de fin de Cyriaque et on vous libère. D'accord, mot de fin. Donc, pour être plus sérieux, merci à tout un chacun d'avoir pris de votre temps
faut écouter quelqu'un vous parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je serais intéressé de rester en contact avec tout un chacun. Et après, vraiment, lancez-vous, intéressez-vous à des choses. Donc, je pense qu'il est temps que nous aussi, nous montrons ce que nous sommes capables de faire. N'attendons pas tout de nos gouvernants, n'attendons pas tout nous avons des choses à faire, nous avons des choses à construire, nous avons des choses à accomplir et autres, tout ça. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est vraiment allons-y, allons-y, allons-y. Les gens nous regardent. Ne vous dites pas que vous êtes seul aujourd'hui avec Internet. On n'est pas forcément seul. On a des personnes qui nous regardent, même ceux même que vous pensez qu'ils ne vous regardent pas, ils vous regardent. Donc, soyons vraiment ces personnes-là qui font bouger les choses, qui n'attendent pas qu'on demande d'avoir son avis, mais qui se lancent dans des initiatives, parce que l'initiative peut sauver des personnes, peut aider des personnes, peut contribuer à un meilleur lendemain et autres. Et lancez-vous, mettez votre expertise au service des uns et des autres et vous allez voir ça. Ça paye toujours, ça paye. Je suis le fruit du bénévolat et aujourd'hui, je vois ce que ça fait. Je ne gagne pas des millions, je ne gagne pas des milliards, mais j'ai juste, en tout cas, ça me permet d'être en contact avec d'autres personnes, ça me permet de rencontrer des personnes. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ça, il faut terminer. Croyez en vous, croyez en vos rêves, ne laissez jamais les bras et par-dessus tout, par-dessus tout. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui veille sur nous et c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, moi, je suis capable de vous parler parce que sans lui, je ne pense pas où je serais aujourd'hui. La connaissance que j'ai seulement une petite infime partie de la connaissance, je n'ai pas tout et je continue d'apprendre. Donc, soyez vous-même, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un, ressemblez à vous-même, mettez votre empreinte, dites que j'ai envie de moi-même devenir ce que je dois être, pas de ressembler à quelqu'un. Non, vous n'êtes pas né par rapport à quelqu'un d'autre, vous êtes né par rapport à vous-même. Donc, vous avez quelque chose à accomplir, ne baissez pas les bras, lâchez-vous, amusez-vous, soyez fous. Il me connaît, si vous me voyez dans des événements, vous allez vous demander si c'est moi ou si c'est pas moi, parce que je me lâche, je m'en fous, quoi. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Aujourd'hui, coronavirus est venu nous le démontrer. Les inondations nous montrent aussi ça. Donc, soyez vous-même, amusez-vous, mais respectez les gens, soyez humbles et surtout dites-vous que vous n'êtes rien sans Dieu. C'est par là que je vais terminer. Ok, merci beaucoup au chef du village. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'était un honneur de cette session-là avec vous. Donc, on est très content, on est aussi fiers de vous avoir comme mentor. Merci à vous tous qui avez pris de votre temps. Merci et bonne soirée chez vous. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci.